je conseillerais aux entrepreneurs de ne pas perdre trop de temps sur les parties qui ont peu de chances d'être extrêmement différenciantes. Euh, donc, à mon avis, il faut aller vraiment au contact des utilisateurs et des scénarios d'utilisation qui sont nouveaux, encore une fois, qui n'étaient pas possibles avant, mais qui sont possibles aujourd'hui, qui sont vraiment différents grâce à cette techno, et de se rendre absolument irremplaçable dans ce secteur-là. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Gabriel Hubert. Gabriel est le cofondateur et CEO de Dust, une des startups françaises d'IA générative les plus suivies du moment. L'objectif de Dust est simple, mettre les grands modèles de langage au service de la productivité des entreprises. Sur ce projet, Gabriel s'est associé à Stanislas Paulu. Le duo se connaît depuis plus d'une décennie, leur première startup Totems avait été acquise par Stripe en 2015. Stanislas avait ensuite rejoint OpenAI, où il a passé 3 ans à travailler sur les capacités de raisonnement d'LLM, tandis que Gabriel était devenu responsable produit chez Alan. En début d'année, face aux opportunités immenses qu'offre la Gen AI, Gabriel et Stanislas relancent un projet que les fonds de VC s'arrachent. Ils finissent par lever 5 millions d'euros, l'idée par le fonds américain Sequoia Capital. Dans cet épisode, Gabriel nous raconte son parcours, leur vision pour Dust, leurs avancées, mais aussi les challenges auxquels ils font face. C'est tout bonnement passionnant. Bonne écoute. Cette semaine, je suis avec Gabriel Hubert, le fondateur de Dust. Bonjour Gabriel. Salut Adrien. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de te recevoir. Oui, c'est un plaisir de partager. Dust fait partie des belles boîtes dans l'IA qui sont arrivées cette année. Est-ce que, avant de parler de Dust et de tout ce qui se passe en Generative AI aujourd'hui, tu peux nous parler de ce premier moment où toi, dans ta carrière, tu t'es rendu compte que l'IA allait jouer un rôle majeur dans l'innovation technologique. Tu vois, on a tous eu cette premier essai de ChatGPT qui nous a mis une claque. De ton côté, à quoi ça ressemblait? Quand est-ce que c'était? Je pense que l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça remonte à un petit peu plus longtemps que ChatGPT. La dernière entreprise que j'ai eu la chance de monter avec mon associé, qui est également l'associé avec qui je monte Dust, c'était en 2011. Et à l'époque, on faisait déjà de l'inférence d'un certain nombre d'informations et de l'analyse de données sur des flux de photos. À l'époque, c'était le contenu généré par des plateformes photos comme Instagram. Et à ce moment-là, l'intelligence artificielle avait déjà un peu un rôle. Et puis dans tous les rôles que j'ai eu depuis, que ce soit chez Stripe où j'ai passé 5 ans, ou chez Alan où j'ai été à peu près 3 ans, il y a un certain nombre de parties du produit qui bénéficient vraiment profondément de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle générative en particulier, celle dont beaucoup de gens parlent depuis un peu plus d'un an, c'est au début de l'année 2022, je dirais, ou même peut-être au cours de l'année 2021, où Stan, qui lui était ingénieur-chercheur chez OpenAI, a commencé à me faire découvrir les modèles GPT, à m'expliquer un peu de quoi étaient capables ou de quoi allaient être capables ces modèles qu'on appelle les LLM, Large Language Models. Et ça a ouvert plein de discussions assez enflammées avec lui. Ça a finalement mené à ce que je le rejoigne dans l'aventure pour Dust. Mais voilà, je dirais que ça fait un peu moins de 2 ans, un petit peu plus d'1 an et demi, quelque chose comme ça. Ok, ouais, bien sûr. Je parlais de la generative AI qui est un peu cette dernière couche technologique sur l'IA et ce que permet le deep learning, qui est effectivement une technologie pas si nouvelle en fait en réalité. Du coup, tu avais accès à des insights d'insiders via Stan. C'est vrai que OpenAI a fait partie des leaders pour tracer la route sur la Gen AI. Est-ce que, avant qu'on se lance du coup dans la discussion sur Dust, tu peux nous raconter ton parcours, ce qui t'a amené du coup progressivement à monter cette boîte? Vous avez lancé un premier projet avec Stan
qui a connu une belle exit et suite à ça, tu as rejoint différentes boîtes dans la tech. Ça te dit nous raconter un petit peu ce chemin jusqu'à aujourd'hui? Ouais, ouais, avec plaisir. Un parcours d'ingénieur en France relativement classique. Moi, j'étais plutôt, fan de physique et puis après ça, un master aux États-Unis. J'ai eu la chance de le faire sur la côte ouest, à Stanford, à un moment où, ouais, pas mal d'entreprises, qui ont vraiment forgé notre quotidien étaient en train de démarrer. Donc en 2007, Facebook avait 3 ans, Twitter venait de naître, la première application iPhone était en train d'être lancée, l'iPhone avait à peine 1 an et c'est vrai que ça a été un cadre dans lequel j'ai pas mal été encouragé à penser à autre chose qu'une carrière peut-être, un peu plus classique en France à laquelle je me disposais sinon. Et après ça, retour en France, assez rapidement, une première entreprise qu'on a montée avec Stan, où on a fait pas mal de découvertes plus ou moins heureuses de la réalité de ce que c'était qu'une startup, comment on arrivait à faire se joindre une technologie et un business model et une stratégie de distribution. Et finalement, en 2014, cette entreprise elle a été rachetée par Stripe, qui est un acteur des paiements. On avait déjà déménagé aux États-Unis, donc on a passé ensuite 5 ans aux États-Unis, à San Francisco, à accompagner la croissance assez fulgurante de cette boîte qui faisait un petit peu plus d'une centaine de personnes quand on l'a rejointe, je crois, et un peu moins de 3000 personnes quand j'en suis parti à la fin de 2019. Chez Stripe, j'ai occupé pas mal de rôles euh, de PM. Alors à l'époque, il n'y avait pas de product manager. On utilisait l'acronyme PM pour désigner la personne qui prenait en charge le projet et qui le gérait, entre guillemets, avec assez peu de détails sur le rôle exact ou le CV de la personne qui faisait ça, mais on aimait bien le verbe to PM something, qui était utilisé de plein de façons différentes. Et donc j'ai travaillé sur l'API de méthode de paiement non carte bleue, l'extension de cette API sur les méthodes de paiement qui étaient plus diverses et exotiques en Amérique latine, en Europe, et puis ensuite les payouts, et puis ensuite la gestion des risques et de la fraude que pouvaient causer nos marchands, une base de données de centaines de milliers et puis de millions de marchands. Et voilà, j'ai quitté Stripe à la fin de 2019, j'ai rejoint en 2020 Alan comme product lead, donc à travailler d'assez près avec Charles, Jean-Charles et toute l'équipe sur l'agencement des équipes avec un certain nombre de défis auxquels Alan était en train de faire face. C'était une boîte qui grandissait vite, c'était une boîte dont l'équipe produit faisait une trentaine, une quarantaine de personnes et qui est montée à un peu moins de 180 ou 190 personnes au début de 2023. Et puis qui devait développer en parallèle une offre d'assurance santé complémentaire que les gens connaissent bien, que les gens aiment beaucoup, une expérience produit de premier plan et puis des services de santé qui étaient une des manières dont Alan allait se différencier et se différencier encore aujourd'hui. Et j'ai quitté Alan à la fin du mois de janvier 2023. Donc ça fait depuis janvier que je suis à plein temps sur Dust. Ouais. Ce choix de rejoindre Alan en France après Stripe, tu l'as fait parce que du coup, tu voulais rentrer en France et tu as cherché une scale-up française avec une forte culture produit. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir Alan? Ouais, le choix de rentrer en France, il avait en effet été fait. Enfin, il était flou, il n'y avait pas un horizon temporel absolument défini, mais c'était quelque chose qui nous paraissait, avec ma copine à l'époque, qui est maintenant ma femme, une aventure intéressante à mener ensemble. Elle est américaine. J'étais quasiment persuadé que je remonterais une boîte en rentrant en France. C'était en tout cas une possibilité. Et puis finalement, j'avais eu des conversations avec d'autres scale-up françaises qui m'avait parlé de la possibilité de postes en produit. Et ça m'avait finalement ouvert l'esprit au fait qu'on n'a pas toujours besoin d'être le fondateur d'une entreprise. Participer à un projet qui a énormément de valeur, énormément d'ambition, ça peut aussi être assez exaltant. C'est ce que j'avais découvert chez Stripe. Et dans mes conversations avec Jean-Charles et Charles, que je connaissais un peu d'avant, finalement, c'est assez vite devenu clair qu'il y avait une opportunité de mêler une découverte d'un secteur qui était nouveau pour moi, mais dont la mission me plaisait énormément, de fondateur avec une ambition véritable. Enfin, j'avais vraiment chez Stripe fait l'expérience de la différence que ça pouvait faire d'avoir des fondateurs
qui crée vraiment une entreprise pour qu'elle dure et pour qu'elle s'inscrive dans une logique de culture assez forte. Et puis, il y avait aussi un pari organisationnel assez intéressant. Les principes opératoires d'Alan, qui étaient en partie inspirés de ceux d'entreprises comme Stripe, où j'avais pu passer du temps, étaient ambitieux, exigeants, et arrivaient à créer, à transformer les équipes produits dans ce contexte-là. C'était Ouais, c'était une aventure aussi. Donc voilà, les trois raisons qui m'ont poussé à faire ça et que je donnais toujours dans tous les entretiens avec tous les PM, les ingénieurs, les designers, les data scientists qu'on a pu recruter au cours des 3 années que j'ai passées là-bas, que je donnais comme les trois raisons qui m'ont convaincu de faire le choix de rejoindre Alan. Et c'est vrai que c'était un niveau d'ambition et d'exécution qui m'a permis de m'éclater et de beaucoup apprendre aussi pendant des années après. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup en product chez Alan, beaucoup d'entrepreneurs en réalité qui viennent par faire leur culture produit dans cette boîte-là, une autonomie énorme qui est accordée aux employés et qui du coup permet, je pense, d'exprimer au mieux ses compétences créatives. Et du coup, tout en étant chez Alan, j'imagine que avec ton pote de ta boîte d'avant, vous restiez bien en contact. Tu nous l'as dit au début, il te racontait aussi ce qui se passait chez OpenAI. Comment est-ce que progressivement vous vous êtes projeté sur le fait de monter une boîte ensemble? Ça, c'est une longue conversation, peut-être autant pour une conversation de divan que pour une conversation de podcast. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Stan, on a toujours, hein, fait 21 ans qu'on se connaît plutôt très bien. On a toujours été attiré par des opportunités, entre guillemets, produits, où la technologie est mise au service de la résolution d'un problème intéressant. Et ce qui paraissait assez évident pour Stan à l'époque, qui est devenu plus évident depuis pour pas mal de gens, mais qui était encore un petit peu... Ouais, je dirais que c'était pas évident d'avoir le coup de vue à ce moment-là. C'était que les modèles étaient bons, qu'ils allaient continuer à s'améliorer. Donc on parle des modèles, les large language models, cette génération de modèles en particulier appliqués au texte pour prédire et arriver à générer des séquences de texte assez intéressantes. Que les modèles allaient vraiment s'améliorer, mais que leur déploiement allait être un défi parce qu'il fallait créer des expériences qui finalement rendent l'utilisation de ces modèles souhaitable et désirable par des grandes cohortes d'utilisateurs. On a passé 75 ans à travailler avec des machines dont on a tous appris qu'elles se comportaient un peu comme des calculettes, des machines pas très très intelligentes mais qui font à tous les coups exactement ce qu'on leur demande. Et là tout d'un coup on est devant une technologie qui est un petit peu moins prévisible. On parle de modèles stochastiques, de modèles au comportement un peu aléatoire. Alors ils vont en fait pas toujours donner la même réponse, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont capables de faire ce qu'ils sont capables de faire, c'est parce qu'il y a cette notion d'aléatoire. Mais ça demande un certain nombre de paradigmes d'utilisation complètement différents. On ne peut pas donner le travail qu'on donnait à une calculette à ce type de techno. Donc là, c'était intéressant parce qu'il y avait quelque part le défi d'arriver à créer des produits qui encouragent l'utilisation de cette technologie-là. Voilà. Et donc Stan en parlait, Stan avait décidé que c'était quelque chose sur lequel il avait passé du temps. Moi, à ce moment-là, j'étais en train de me marier, donc on a continué la discussion, mais pas forcément de façon très très concrète. Et c'est dans la deuxième moitié de 2022 que c'est devenu de plus en plus évident pour moi qu'il y avait une opportunité assez unique, que la technologie était vraiment très très intéressante. À y passer des heures et des heures avec lui, à la regarder de plus près, je commençais à me rendre compte du potentiel qu'elle représentait, mais qu'en effet, il allait falloir se poser un certain nombre de questions assez fondamentales sur la manière dont on pouvait permettre à des gens qui n'auraient pas la patience ou même ni la curiosité que nous on avait de les utiliser. Voilà. Et donc ça s'est fait dans les derniers mois de 2022, et puis après en avoir discuté avec Alan et avoir déterminé un calendrier de départ, j'ai pu démarrer au début de 2023. Et du coup, aujourd'hui, la première version de Dust sur laquelle vous travaillez, quel est son usage, quelles sont ses fonctionnalités principales pour ceux qui ne connaissent pas encore? Ouais, alors aujourd'hui, la version de DOS, c'est plutôt la troisième version de DOS. On continue à itérer autour d'un certain nombre d'hypothèses qui sont celles que je donnais. Le fait que les LLM sont des outils très puissants, mais que pour arriver à les utiliser, il faut créer un cadre, des principes, des abstractions, des outils pour arriver à les dompter. Dust, à la fin de l'année dernière,
c'était vraiment une plateforme destinée à une audience de développeurs, une audience assez technique et qui proposait de l'orchestration d'applications LLM. Alors, si on explique exactement tous ces mots-là, une application LLM, c'est tout simplement une application qui va contenir des appels à des modèles LLM. Et cette application, elle peut avoir un but bien particulier, mais elle peut aussi faire appel à du code, peut-être à des injections d'appels à un browser, ou des exécutions diverses et variées, un appel à une base de données, etc. Et pour arriver à ce que l'application se comporte de la façon la plus optimale possible, on doit faire une certaine orchestration. On doit un peu bidouiller. Le niveau d'abstraction, c'est pas toujours le code qui est le plus simple pour essayer de manipuler ces modèles LLM. Et de cette version initiale, on a évolué vers une version qui est vraiment une plateforme destinée aux équipes, aux entreprises en particulier, pour permettre à tous leurs collaborateurs de travailler de façon un peu plus intelligente, de concert, tous ensemble, en permettant au LLM de prendre en charge et de gérer les parties un peu plus répétitives, un peu moins créatives, un peu moins intéressantes, un peu plus automatisables de leurs tâches au quotidien, dans un certain nombre de scénarios qui n'étaient pas envisageables avant. Donc, si on regarde les LLM, c'est des modèles qui sont très bons à être très généralistes. Ils sont bons parce qu'ils ont vu tout Internet, ils ont vu tous les livres et ils les ont lus plusieurs fois. Mais dans le quotidien de la plupart des personnes qui veulent pouvoir mieux bosser, il faut arriver à faire jouer de l'information qui, elle, est très locale. C'est l'information de ma boîte, l'information de mon équipe. C'est une information qui est privée, qui est peut-être sensible, qui n'a absolument pas vocation à traîner sur Internet et qu'on n'a pas du tout envie de laisser être divulguée à tout va. Donc, arriver à faire la jonction et la synthèse de ces deux sources de productivité, c'est vraiment le défi de Dust. Et pour nous, c'est un peu se mettre au service du futur de ce que sera le travail de col blanc, quoi. On imagine avec cette technologie, alors évidemment, nous, on est assez convaincus que cette technologie est révolutionnaire, donc je prêche peut-être pas une audience de convertis, mais enfin, si on imagine que cette technologie va vraiment beaucoup changer les choses, il faut arriver à refonder, repenser un certain nombre des outils que les collaborateurs auront au quotidien dans le partage d'informations, dans la prise de décision, dans la gestion de la manière dont l'information est repackagée pour que chacun puisse consommer ce dont il a besoin au moment où il en a besoin, dans le format qui est le plus utile. C'est un peu à ça que les LLM sont très bons et c'est ça qui nous avait beaucoup excité. Je pense qu'à la fin de l'année dernière, quand ChatGPT enflammait la planète, les gens étaient passionnés des cas d'usage très créatifs. On peut demander à ChatGPT de raconter une histoire, on peut demander à ChatGPT d'inventer une recette de cuisine. Et nous, avec Stan, on était plutôt passionnés des cas d'usage peut-être un petit peu plus tourné vers l'outillage. On aimait que les LLM puissent résumer, on aime que les LLM puissent structurer de la donnée non structurée, on aime que les LLM puissent traduire d'un niveau de langage à un autre, d'un niveau technique à un niveau non technique, ou alors à l'inverse, d'un niveau non technique à un niveau technique. Puisque c'est ça les cas d'usage concrets auxquels on est persuadé que les LLM peuvent être appliqués très vite et à très grande échelle dans le monde de l'entreprise. Ok, ouais, ça fait effectivement partie de votre product constitution qui est sur votre site Hard Problems Over the Hype. Il y a un deuxième élément à cette constitution qui est Building with an AI Core. Comment est-ce que ça s'applique effectivement dans la construction du produit Dust et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette philosophie? Ouais, je pense que encore une fois, quand on réfléchit aux disruptions technologiques, on est toujours invité à se poser la question de ce qui n'était pas possible avant et qui va être possible maintenant. L'exemple canonique qu'on donne dans la révolution du mobile, c'est des entreprises comme Uber qui ont permis de créer une boucle d'interaction entre un client et une flotte de taxis qui était pas vraiment imaginable avant. On pouvait appeler une centrale de taxi, mais on n'avait absolument pas la même expérience de feedback, de vision en temps réel du temps d'attente, de la capacité de choisir à l'avance sa voiture, un certain nombre d'éléments de l'expérience produit qui ont vraiment été assez centraux. Et puis, on sait avec le succès qu'Uber a connu, qui ont vraiment plu à un public large. Donc, pour nous, l'idée, c'est de repenser un certain nombre de problèmes qui sont finalement assez vieux, qui sont assez bien connus,
qui reste mal résolu aujourd'hui, le problème de la gestion d'informations en entreprise, le problème de la collaboration sur des initiatives distinctes et variées quand l'entreprise grandit vite, la capacité à retrouver le bon document au bon moment ou à avoir un résumé utile et pas simplement un mur de texte quand on a besoin d'informations, et de les repenser avec l'intelligence artificielle générative au cœur de l'expérience du produit. Qu'est-ce qui n'était pas possible avant et qui va être possible maintenant qu'on peut demander au logiciel de faire un résumé dans sa langue, son niveau de langue préféré? Qu'est-ce qui n'était pas possible et qui va être possible maintenant qu'on peut demander au logiciel de structurer à la volée de l'information qui était auparavant pas structurée? Voilà. Et c'est ce genre d'interaction-là auquel on essaye de vraiment repenser avec cette brique technologique en plus, et ce qui nous affranchit d'un certain nombre de contraintes dans la manière dont on imagine que Dust va se développer. On n'a pas vocation à être un produit qui sera l'endroit où les gens viennent écrire de l'information. On pense que l'information, elle existe déjà, qu'elle est déjà écrite dans plein de produits qui ont passé des années et des années à parfaire l'art de bien écrire dans un produit. Mais jusqu'à très très récemment, les gens qui créaient ces produits-là, ils étaient aussi chargés de créer l'expérience de lecture. Donc voilà, quand on pense à une page Notion, on pense au fait qu'elle est superbe quand on veut y éditer du contenu et qu'elle est également agréable quand on veut juste y lire du contenu. Mais quand on imagine que le contenu qu'on va lire, c'est peut-être pas exactement le contenu qui a été écrit, mais peut-être juste le contenu qui a été stocké, ou même qui a été stocké dans plusieurs documents, ou même qui a été stocké dans une base de données dont on verra jamais la couleur, on n'a plus besoin de réfléchir à ces différentes facettes du produit de la même façon. Et c'est ça qui nous intéresse pas mal, et c'est ça qui nous paraît être une opportunité pour une entreprise comme Dust. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs du secteur qui sont pas prisonniers, mais qui ont une empreinte produit importante, avec un certain nombre de surfaces produits dont ils ne peuvent pas se défaire, avec un certain nombre de paradigmes d'interaction que les utilisateurs ont pris l'habitude de retrouver à chaque fois qu'ils ouvrent telle ou telle application. Alors, on a une certaine idée de la façon dont une spreadsheet se comporte quand on l'ouvre. C'est peut-être bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est comme ça que les gens pensent au spreadsheet. Et maintenant, si on reprend le problème et qu'on se dit, OK, si en fait on peut demander au logiciel de générer à la volée un tableur qui va nous donner un certain nombre de valeurs, est-ce qu'on pense à une vingtaine de colonnes et une vingtaine de lignes, ou est-ce qu'on pense à un bloc de texte et un certain nombre de guides pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire? Voilà, toutes ces interactions-là qui nous ont vraiment poussé à nous dire que même dans une industrie qui est assez bien connu, même sur un problème qui est relativement bien qualifié, le fait de reprendre à zéro avec le paradigme de l'intelligence artificielle générative, ça permettait d'ouvrir des portes et d'explorer un certain nombre d'interfaces de façon complètement nouvelle. Hyper intéressant, effectivement, la déconstruction, des modes de création et de consommation de contenu, et le fait, grâce au LLM, de pouvoir offrir des expériences différentes en fonction de la posture dans laquelle on se trouve, c'est hyper intéressant et c'est effectivement, je pense que se saisir d'une opportunité qui est possible qu'avec, ce nouveau paradigme. Toi qui as fait du product du coup, chez Stripe, chez Alan, là maintenant que ton produit, du coup, a de l'IA dans son cœur avec, ce que tu disais, toute la variabilité aussi, qu'amènent ces modèles, dans leur manière de produire des informations. Heu, est-ce que c'est différent, pour toi, de faire un produit, comme celui-ci par rapport à ce que tu avais, l'habitude de faire avant? Est-ce qu'il y a des réflexions, des raisonnements, nouveaux, dans la conception, d'un tel produit qui a la Gen AI, à son cœur? Moi, je pense que la réponse est oui et non. Euh, Ce qui change pas finalement, c'est que créer un bon produit, c'est arriver à comprendre bien en profondeur un problème que des utilisateurs ont et trouver une solution qui soit facile à utiliser, qui réponde aux problèmes posés, qu'on puisse créer à un coût d'opération suffisamment faible et puis qu'on sache créer, quoi. Ouais, voilà, si on prend les quatre grands risques produits auxquels toutes les entreprises sont confrontées, ces risques-là, ils n'ont pas changé. Ce qui change un peu, c'est la manière dont un certain nombre d'interfaces ou d'interactions vont pouvoir être initiées, maintenues ou renouvelées. Donc,
est-ce que le chatbot, c'est la seule UX à laquelle, GenAI nous ait ouvert les portes? On peut répondre oui, on peut répondre non, on peut répondre peut-être ou on ne sait pas. Voilà, donc il y a un certain nombre d'outils qui sont peut-être, nouveaux, différents ou qu'on a le droit de regarder avec un regard un peu nouveau, mais moi, je regarderais plutôt ce qui change pas. C'est-à-dire que finalement, si c'est juste un gadget, si c'est juste une, euh, une couche de plus pour faire parler de soi, parce qu'en ce moment, tout le monde parle de Gen AI et qu'il faut absolument que je me sente pas largué, il y a des chances que ça réponde pas mieux à un certain nombre des problèmes que les utilisateurs ont. Et d'ailleurs, on le sait, on le sent déjà, et il y a des chances que ça réponde moins bien à un certain nombre de problèmes que les utilisateurs ont. Donc je pense qu'il faut juste regarder le cône de problèmes auxquels cette technologie se prête particulièrement bien. Et il se trouve que dans le domaine de la gestion d'informations en interne, de la collaboration, celui sur lequel nous, on a décidé de se concentrer, il y a un certain nombre de problèmes auxquels la technologie permet de répondre assez efficacement. Mais pour les entreprises qui se posent la question de revoir leur roadmap à la sauce GenAI, il faut garder la tête assez froide sur les paramètres de fonctionnement du produit qui vont définir son succès, quoi. Est-ce que les gens vont réussir à s'en servir? Est-ce que les gens vont trouver ça rapide et efficace? Et est-ce que les gens vont continuer à lui faire confiance? Et puis, est-ce que à l'échelle, ça représente un coût d'opération et des conditions d'opération qui nous paraissent intéressantes? Plein de choses sur lesquelles les modèles actuels peuvent forcer certaines équipes à se poser quand même pas mal de questions. Voilà. Alors, j'ai plein d'exemples d'entreprises qui proposent des produits ou qui proposent des mises à jour de leurs produits qui inclut maintenant un volet de GenAI où je suis pas encore persuadé que l'entreprise elle-même se soit convaincue que c'était mieux. Et on verra à l'usage ce qu'en pensent les utilisateurs. C'est finalement eux qui ont toujours raison. Ouais, bien sûr, ça devient effectivement même un argument marketing maintenant pour pas mal de boîtes aussi, d'intégrer de telles features. Et il y a aussi des boîtes qui ont intégré sans avoir pris le recul sur la meilleure manière de le faire au service des users. Et d'autres Ouais, l'ont très bien c'est fait c'est toujours, aussi. c'est toujours une tension, hein. C'est vrai que c'est intéressant. Alors, pour des entreprises qui veulent rester innovantes et qui veulent rester au fait des changements technologiques qui peuvent les concerner, c'est clé de faire des expérimentations. Et je ne sais pas si toutes les expériences ont vocation à devoir passer En en prod. general availability, quoi. On est d'accord. Mais ça reste effectivement essentiel aujourd'hui dans la tech d'avoir un regard sur ça parce que encore aujourd'hui beaucoup de CEO de scale-up ont pas encore pris la pleine mesure du changement à l'œuvre. Si tu prends du recul là sur l'année qui vient de s'écouler, la petite année qui vient de s'écouler pour toi avec Dust, est-ce que tu pourrais nous dire quelques apprentissages que tu as fait, que tu n'aurais pas anticipé forcément du coup avant de lancer Dust, tu vois, les découvertes contre-intuitives auxquelles tu as pu faire face depuis le début 2023? C'est toujours difficile de dire que les découvertes étaient contre-intuitives. On a envie de se convaincre qu'on avait toujours vu les choses venir. Je pense que enfin, ouais, contre-intuitif ou pas, mais en tout cas, les découvertes, les questions d'interface sont pas résolues. Je pense qu'on en est qu'au début du voyage sur les interfaces qui vont nous permettre de collaborer avec des machines qui sont douées de cette capacité à générer du texte, de l'image, du son, avec des conditions de départ assez bien déterminées, mais parfois des valeurs d'arrivée un peu étonnantes. Euh, et ça, pour être très concret, je pense pas que le chatbot soit la réponse à tout. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pas nécessairement contre-intuitif. Peut-être que de regarder un certain nombre d'évolutions depuis un an, ça m'en a convaincu encore plus. Euh, et en plus de détails, je pense pas que le streaming de la réponse, donc le fait que les mots ou les tokens apparaissent les uns après les autres, ça soit nécessairement une interaction dont les gens ont envie dans 6 mois ou dans un an. C'est peut-être le genre d'interaction dont un certain nombre de personnes vont se fatiguer assez vite. Une autre découverte, et encore une fois, est-ce que c'est contre-intuitif? Je sais pas, mais il faut faire attention à toujours se ressortir de la bulle dans laquelle on se met, quoi. On passe
qu'on soit à l'échelle des nouvelles technologies confrontées au techno-web à longueur de journée, ou alors dans la bulle un peu plus petite de la Gen AI confrontée à l'évolution des modèles les uns par rapport aux autres et à des concepts qui commencent à nous obséder. On se dit, voilà, Claude est sorti avec une fenêtre de contexte de 100 000 tokens, c'est quand même vachement plus que GPT-4 qui a une fenêtre de contexte de 32 000 tokens. Et il faut s'arrêter et se rendre compte que dans cette phrase-là, il y a à peu près 8 mots que 95% de la population ne comprend pas et qu'une grande partie de la population n'a pas vocation à nécessairement connaître, quoi. Encore une fois, je ne pense pas qu'on parle des voitures en décrivant certains détails des moteurs parce qu'on pense que tout le monde va exactement faire la différence entre des pistons en V ou des pistons en ligne ou je sais pas quoi, ou un certain nombre de choses. On est sur une découverte de techno, donc voilà, la techno elle avance très très vite et on est à peu près certain qu'elle sera différente dans quelques mois par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. On ne sait pas en quoi elle va être meilleure. Est-ce qu'elle va être plus rapide? Est-ce qu'elle va être moins chère? Est-ce qu'elle va être plus performante? Est-ce qu'elle va être plus prévisible? Est-ce qu'elle va être plus explicable? Voilà, il y a tout un panel de directions dans lesquelles la techno va pouvoir partir. Mais ce qui est important à rappeler et à marteler au sein de ces équipes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent toujours pas comment ça marche, quoi. Et au fond, et c'est pas contre-intuitif, mais c'est important, ce qui va faire gagner des produits par rapport à d'autres, c'est ceux qui vont générer des, des expériences produits qui marchent. Et une expérience produit qui marche, c'est une expérience produit que l'utilisateur arrive à s'expliquer, dont il arrive à se dépêtrer tout seul, qui le satisfait et vers laquelle il a envie de revenir si jamais on est dans un scénario où la rétention et la réutilisation sont importants. On ne peut pas justifier que c'est parce que la fenêtre de contexte a augmenté qu'on a parfois des hallucinations qu'on n'arrive pas encore à contrôler. Voilà. Ça ne sera jamais une excuse qui permettra à un produit de survivre un peu plus longtemps. Ça, c'est quelque chose auquel je pense qu'on revient assez régulièrement. Une autre découverte, encore une fois, est-ce que c'est contre-intuitif ou pas? Je pense que c'est finalement un sujet qui se comporte à la fois de manière similaire à et de façon très différente de la vague de crypto dont pas mal de gens ont cherché à s'emparer il y a quelques années. Pour moi, les parallèles intéressants, c'est que bon, il y a une partie de la technologie qui est relativement complexe. Il y a des gens qui sont passionnés de technologie, qui sont passionnés des détails et qui vont aller s'enfermer pour comprendre tout ça. Mais il y a des scénarios d'utilisation qui sont plus ou moins faciles à expliquer. Et ce qui a été choquant, c'est de voir la vitesse à laquelle se sont propagées des expériences qui permettaient à une grande partie de la population de faire l'expérience de certains scénarios d'utilisation. On a parlé de blockchain pendant un certain temps et mes parents ne sont pas encore prêts d'avoir touché le bout de la queue d'une blockchain. Mais mes parents ont été sur ChatGPT sans que je leur donne l'adresse du site, sans me demander ma permission, sans me demander de les surveiller ou de les tenir par la main. Enfin voilà, il y avait un appétit et une curiosité et puis une affordance, quoi, une facilité d'expérience telle que la population qui s'y est confrontée, au moins de façon exploratoire, est vraiment, vraiment très très grande. Et ça, on pourrait presque dire que c'est contre-intuitif parce que j'aurais pas anticipé la vitesse de propagation de ce genre ouais, de ce genre d'expérience. Et puis voilà, ce serait trois. Est-ce qu'il y en a une quatrième qui sortirait du chapeau? Non, c'est pas contre-intuitif, mais c'est quand même important. On revient. Qu'est-ce qui va être compliqué dans tout ça? On va revenir à des problèmes classiques. On va revenir à des problèmes classiques de coûts, de distribution et d'explicabilité. Enfin, je pense qu'on va faire un tour de manège tous ensemble avec les modèles les plus puissants, les modèles les plus nouveaux, les modèles les plus excitants. Et puis, au fond, je pense que les entreprises qui vont réussir à vraiment servir leurs clients avec des expériences qui sont extrêmement satisfaisantes vont gagner. Donc ça sera pas forcément que des avancées côté modèle. Et c'est le pari que fait Dust. Hein. Sinon, je pense on aurait monté la boîte avec 12 chercheurs et on ferait que de la recherche sur la qualité des modèles. Le pari qu'on a fait il y a 1 an et demi, c'est finalement le pari qu'a fait Stan en particulier, c'est de se dire que les modèles sont déjà relativement bons. Concentrons-nous sur le delta de déploiement entre ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui et le nombre de personnes qui s'en servent au quotidien. Et ça nous fera déjà de quoi nous occuper pendant quelques années. C'est sûr, ce sera déjà une belle boîte.
J'allais te poser la question des challenges auxquels vous faites face aujourd'hui avec Dust. Donc, tu y as déjà partiellement répondu avec la question de l'interface, qui est effectivement un sujet passionnant. Et je pense qu'on est au tout début de ça. Bon, maintenant, on voit les premiers outils. La semaine dernière, on a accueilli David et Bonapersona d'Inflection AI qui nous sentait pas, avec qui on peut échanger vocalement, du coup, désormais. À terme, avec des images, des vidéos qui sont conçues on the fly par des modèles. Donc, tout ça va être passionnant et je pense que les 10 prochaines années vont nous en dire beaucoup. Est-ce que on peut revenir sur le deuxième point que tu as évoqué autour de l'hallucination et des risques que ça entraîne? Vous créez un outil à destination des entreprises où du coup il y a des enjeux éthiques, des enjeux de confidentialité importants. Comment très concrètement vous vous en sortez par rapport à ces hallucinations-là, dans la mesure où ça peut avoir ensuite un impact majeur auprès des entreprises que vous accompagnez? Ouais, alors, je séparerais les trois différents sujets. Pour moi, il y a un sujet de performance. Est-ce que la réponse que le modèle fournit est correcte? Il y a un sujet d'éthique, en effet, qu'on peut peut-être regrouper dans la catégorie un peu plus large des sujets d'alignement des modèles. Est-ce que les modèles font des choses qu'on a envie qu'ils fassent? Et même quand ils donnent une réponse qui est correcte, est-ce qu'elle ne nous pousse pas un petit peu dans une direction qui est peut-être pas souhaitable? Et puis troisièmement, la question de la confidentialité. Bon, et puis à la limite, on peut les prendre dans l'ordre inverse, parce que je pense qu'en termes de complexité de résolution, c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire. La confidentialité, il y a, je pense, des doutes et des craintes absolument légitimes, et puis il y a une part de fantaisie. Dans le monde de l'entreprise en ce moment, euh, Gen AI est à peu près sur toutes les lèvres. Les boards et les comités exécutifs ont tous décidé que c'était très intéressant et qu'il fallait absolument une stratégie. Et c'est pas étonnant parce qu'on imagine que ça soit des gains de productivité ou éventuellement des nouveaux produits, des nouvelles interfaces, ou même le risque compétitif que peut représenter cette technologie pour le business model de certaines entreprises. Il y a besoin de regarder de près ce que ça va faire, ce que ça va changer pour son entreprise. Donc, on en arrive au sujet d'expérimentation, de l'accès à ces technos et puis de travailler avec des modèles et le sujet de la confidentialité. Alors, on est dans une situation intéressante, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 10 ans. Et en particulier, il y a un certain nombre de lois et de régulations qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui existent aujourd'hui et qui représentent, enfin, de lois en particulier sur la gestion des données, la gestion des données d'entreprise et des données personnelles, donc RGPD et compagnie, qui fournissent une lentille particulièrement exigeante pour ces nouvelles technologies. Alors, la réponse, c'est que on va faire comme on a toujours fait, on va fournir des garanties aux entreprises qui en ont besoin, que la technologie se comporte d'une façon qui est conforme à leurs attentes et à la loi. Euh, on n'a, à mon avis, pas de raison de s'attendre à un débat extrêmement différent de ce qui s'est passé avec le passage de data center propriétaire au cloud. Hein. Les gens ont un peu freiné les cas de fer au début quand ils faisaient pas confiance au cloud, et puis quand on a réussi à leur prouver qu'en général les acteurs établis du cloud étaient un peu plus performants qu'eux en moyenne sur leurs problèmes de sécurité et même sur leurs problèmes de disponibilité et même parfois sur leurs problèmes de latence, et puis enfin sur leurs problèmes de coût, le cloud il a eu moins de mal à percer, quoi. Donc sur la confidentialité, il faut séparer deux choses. La première, c'est que les modèles sont entraînés sur des sets de données et les entreprises ont la crainte légitime que les données qu'elles fournissent au modèle puissent être utilisées pour l'entraînement. C'est le cas si on s'inscrit en utilisateur complètement anonyme sur le site ChatGPT, qu'on utilise la version gratuite. On n'est pas couvert par des conditions générales qui garantissent que nos données ne seront pas utilisées pour l'entraînement des modèles. Donc je pense qu'il faut demander aux entreprises ce qu'elles préfèrent. Est-ce qu'elles préfèrent avoir un produit créé pour l'entreprise avec ses contraintes de confidentialité en tête, ou est-ce qu'elles préfèrent laisser au choix de leurs employés d'aller sur un site qui les garantisse peut-être pas? On a tous en tête l'exemple de Samsung, où Samsung s'est rendu compte qu'il y avait des développeurs qui allaient mettre du code sur ChatGPT pour recevoir des commentaires et qui le faisaient sur le site B2C. Toutes les boîtes, que ce soit les entreprises qui fournissent une API ou celles qui fournissent des modèles open source, vont offrir des conditions d'utilisation de leurs modèles qui, à terme, à mon avis, rassureront les entreprises. Ensuite, il y a le problème de la fuite de données, c'est-à-dire que même si on a promis qu'on ne s'entraînerait pas sur les données, est-ce qu'on peut avoir des fuites ou des incidents?
Et là, je pense qu'on aura, oui, on aura sans doute des entreprises qui vont malheureusement mal gérer la donnée de leurs clients et ça sera douloureux pour les clients, ça sera douloureux peut-être encore plus pour les entreprises. Donc, pour nous, c'est un sujet crucial, c'est un sujet de vie et de mort hein, de Dust. On a besoin de prouver qu'on sait ce qu'on fait et qu'on est capable d'expliquer assez clairement ce qu'on fait à nos clients. Et donc, on le traite avec ce type d'importance, mais c'est pas un sujet qui est insurmontable. Sur le sujet de l'alignement et de l'éthique, ça c'est vraiment un sujet intéressant et complexe. Est-ce qu'on est capable d'expliquer clairement qu'on a entraîné les modèles à donner des réponses qui nous plaisent à court, moyen et très long terme? Et quand je dis nous, c'est la société humaine. Est-ce que les valeurs que les modèles vont avoir sont alignées? On a des approches qui sont un peu différentes dans le marché, hein. On pense au modèle constitutionnel d'Anthropic qui essaie de garantir avec finalement une constitution de son modèle son comportement dans un certain nombre de cas et d'autres approches. Je pense qu'on a besoin de faire deux choses. La première, c'est qu'on a besoin d'observer et de rester relativement prudent. Je pense qu'il faut faire de l'expérimentation plutôt que de rester enfermé dans sa grotte, mais qu'il faut rester relativement prudent. On a fait beaucoup d'erreurs dans le passé avec un certain nombre de mécanismes automatisés. Mais c'est pas nouveau et c'est pas propre à la Gen AI, quoi. Je pense que le problème d'éthique et d'alignement de l'intelligence artificielle, c'est un problème qui a été étudié depuis des dizaines d'années. Je pense au livre je crois que c'est Virginia Newbanks qui s'intitule Automating Inequality et qui parle d'énormes problèmes d'inégalité devant la donnée aux États-Unis dans la gestion des scores de crédit pour l'accès à des cartes de crédit. Et où en fait, quand l'information n'était pas disponible, plutôt que de mettre information non disponible, on mettait 0, ce qui baissait la moyenne d'un certain nombre. Enfin, des cas d'usage absolument aberrants. Voilà. Donc ça, je pense qu'on est dans le sous-chapitre Gen AI du grand chapitre alignement des machines avec nos intentions. Et je pense qu'on n'a pas de réponse qui soit purement satisfaisante en théorie, mais qu'en revanche, il faut qu'on se force à avoir des réponses qui sont globalement satisfaisantes en pratique. Et puis sur le troisième point, celui de la performance, là, en fait, c'est pour moi le problème le plus intéressant et peut-être le plus complexe auquel on soit confronté. On va être dans le jugement humain et imparfait de la performance d'un modèle qui est pas humain, mais aussi imparfait. Et donc, en fait, la fonction d'utilité avec laquelle on va juger la performance du modèle, elle va déterminer si on est capable de dire rapidement ou pas si les modèles sont performants. Ça va dépendre des cas d'usage, ça va dépendre des clients, ça va dépendre des points de vue. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique et relativement, enfin, des principes de performance relativement clairs. Je prends un exemple concret. Une société qui s'appelle Bridgewater, une société américaine qui a testé GPT-4 en interne, donc, mais plutôt que de le tester comme un assistant au service des employés de la boîte, ils l'ont testé comme un collègue, un remplaçant des employés de la boîte. Donc, c'est une entreprise un peu particulière qui a une capacité à mesurer la performance de ses employés de façon extrêmement granulaire, puisque les employés se checkent assez souvent. Et donc, en fait, ils ont regardé GPT-4 et ils ont décidé de dire, OK, si GPT-4 était un associé, à quel niveau est-ce qu'il serait? Et ils ont conclu, je crois que c'est le CIO de Bridgewater qui a conclu il y a 6 mois, voilà, GPT-4, c'est un associate de niveau 70%, enfin 20% au-dessus de la médiane ou 30% au-dessus de la médiane, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Et ça, c'est intéressant. Ça, je pense que c'est un jugement de la performance qui est pertinent. C'est-à-dire qu'à un modèle stochastique, on donne une performance relativement stochastique. On parle de performance moyenne. Si on réfléchit en binaire et qu'on se dit, j'ai vu le modèle se tromper hier, je lui ai posé une question, il m'a mal répondu, donc je vais le ficher à la poubelle. À mon avis, on est un petit peu en train de se fermer la porte à des cas d'usage qui sont quand même prometteurs. Je pense qu'il y a peu d'entreprises dans lesquelles tous les collègues se comportent de façon parfaite tous les jours. J'ai quand même un certain nombre de souvenirs où l'erreur humaine a été à l'origine d'un certain nombre de soucis au sein des entreprises, y compris avec la donnée, y compris dans le contexte de prise de décision. Donc, il faut comparer, quoi. Il faut arriver à se dire pour quel cas d'usage est-ce que c'est critique de ne pas se tromper, et quand on a dit que c'était critique de ne pas se tromper, est-ce qu'on préfère faire confiance aux hommes, faire confiance aux machines ou faire confiance à ceux qui se trompent le moins souvent? Parce que je pense que c'est peut-être aussi ça le défi en aviation civile. Le comportement du pilote automatique, on est capable de donner sa performance relative par rapport au pilote humain relativement clairement dans un certain nombre de situations. Et la manière dont la gouvernance en aviation civile de ces situations-là est gérée, c'est peut-être pas
complètement par rapport à la théorie de la performance des uns et des autres, quoi. C'est aussi avec plein d'autres facteurs. Moi, je pense que ça va être vraiment intéressant et à mon avis, c'est le défi produit de cette technologie puisque finalement, si on donne à juger de la performance de ces modèles à des personnes qui sont peut-être pas forcément intéressées à les voir se développer beaucoup, on aura peut-être des résultats différents d'autres situations. Voilà. Désolé, c'était un peu une réponse longue. C'est celui qui m'intéresse le plus parce que je pense que c'est vraiment ce qui va faire la différence les scénarios possibles d'adoption de cette technologie. On oublie un peu le côté AGI, le fantasme de se dire que Yes. demain, tout le monde va aller à la plage parce que les ordinateurs s'occupent de tout. Sur cette techno, concrètement, dans les 2 ans à venir, ce qui va ralentir le plus le déploiement, c'est une perception peut-être un peu parcellaire de ce qu'on estimait de sa performance dans des cas d'usage qui n'ont pas été suffisamment bien câblés et où finalement on la compare pas au bon défaut, quoi. Absolument. Merci pour ce tour d'horizon et effectivement très 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 juste en termes de traitement de performance humaine vs machine. Et j'imagine du coup que chez Dust, ça fera partie des éléments intéressants de votre produit, d'être capable Ça en d'évaluer fait ça. déjà partie. Ça fait quand tu posais la question des défis de développement d'une entreprise comme DOS. Nous, nous, on a une entreprise qui a un peu moins d'un an. Enfin, la boîte a été montée à la fin du mois de février. On a une population de développeurs qui utilisent notre plateforme depuis un peu moins d'un an, et ça, on en a des milliers et des milliers, une dizaine de milliers d'applications orchestrées par Dust qui tournent et qui ont des cas d'usage aussi divers que variés. Et puis on travaille avec un petit groupe de design partners sur la version packagée de notre produit. Et ça, c'est des entreprises qui sont plutôt entre 150 et 500 personnes, entre 150 et 1000 personnes, parce que c'est dans ces entreprises-là que le problème de la gestion d'information et de la collaboration se pose de façon concrète. On a besoin de painkillers et pas juste de vitamines. Et puis, moi, ce qui me fascine aussi, c'est que dans ces entreprises qui grandissent vite, en général, l'inefficacité opérationnelle, c'est ce qui dégoûte un peu certains des employés des premiers jours qui ont contribué au succès de la boîte, qui ont été héroïques dans la réalisation des premières versions du produit et qui, quand la boîte arrive à 4 ou 500 personnes, partent un peu dépités parce que on a mis 15 layers de management, on a mis des process de partout, il y a des personnes qui courent dans tous les sens pour faire des slides plutôt que d'essayer de construire le produit et de l'améliorer. Voilà, tout cet overhead-là qui ralentit parfois certains individus dans leur capacité à vraiment avoir de l'impact pour l'entreprise, c'est dans ces boîtes-là que j'ai pu voir chez Stripe ou même chez Alan que c'est pas toujours évident de s'y retrouver quand l'entreprise grandit vite. Et donc, à mon avis, c'est dans ces boîtes-là qu'une techno comme DOS peut vraiment apporter une solution. Parce que nous, dans notre constitution, on veut augmenter ces personnes-là, on veut absolument pas les remplacer. Et on ne croit pas au scénario de remplacement par de l'intelligence artificielle. Ça nous intéresse pas, c'est pas notre priorité. Il y a plein d'entreprises qui vont faire de l'automatisation de services clients très bien. Nous, on préfère aller travailler avec les personnes qui ont encore du boulot pendant les 10, 15, 20 ans ou 30 ans à venir et leur filer des exosquelettes plutôt que d'aller aider une boîte à gagner 4 ou 5 points d'OPEX maintenant, alors que finalement, le scénario le plus révolutionnaire, c'est celui de l'augmentation et de la symbiose qu'on peut faire entre les hommes et les machines. Donc, un des défis, c'est que le spectre de compréhension de ce produit au sein d'une entreprise, même si c'est une entreprise qui se dit très innovante, même si c'est une entreprise dont le leadership est extrêmement optimiste vis-à-vis des LLM, même si c'est une entreprise qui a fait le choix stratégique d'une implantation en profondeur de ce genre de technologie dans l'intégralité de ses processus pour arriver à voir si on peut faire qu'on bosse mieux ensemble tous les jours, entre la personne qui pige le plus et la personne qui pige le moins, il y a un sacré delta. Donc, imaginez un produit, c'est-à-dire quelque part une plateforme, quelque chose qui arrive à fournir une unicité ou en tout cas une interopérabilité d'expérience entre les différents utilisateurs, mais qui parle à des personnes qui ont un niveau de préparation ou d'intérêt ou d'enthousiasme très très différent. Ça, c'est un défi. Et c'est vraiment un défi auquel je pense que les modèles bruts n'ont pas encore commencé de répondre. C'est-à-dire que moi, il se trouve que tu parlais de la voix tout à l'heure. Moi, je suis fasciné, hein, avec Jean-Louis de Gladia, on parle encore récemment. Je suis fasciné de voir que finalement, la voix qui a été un échec assez ahurissant sur iPhone, où en gros, Siri sert d'interface pour mettre des minuteries et des reminders à peu près 1 milliard de personnes, mais pas grand-chose de plus. Mais c'est une interface qui va peut-être être absolument cruciale pour arriver à générer des requêtes
qui sont plus pertinentes dans le monde des modèles textuels. Parce que en recherche sémantique, par exemple, donc la technologie qui permet de faire venir des bons résultats de documents internes, la recherche sémantique, c'est la recherche par champ lexical, quoi. C'est-à-dire que on cherche un meuble rond dans un endroit où il y a beaucoup de bruit et une table de bar, et ces deux choses sont la même chose dans un espace sémantique. Alors qu'en recherche par mots-clés, qui est un peu la techno qui a fait le succès de boîtes comme Google, au contraire, on cherche à avoir le moins de mots possible et à ne pas se tromper. Et donc, ça fait 15 ans qu'on apprend à nos parents que pour booker un restaurant dans le 10e, plutôt que de dire s'il vous plaît Google, est-ce que je pourrais réserver et trouver un restaurant dans le 10e, on dit mais non, mais arrête, tu mets Paris 10 restaurants et c'est exactement ça qui va te faire la meilleure requête. Et là, on revient à un monde où il faut en fait enrichir un vecteur sémantique. Donc peut-être que la voix va être une interface assez intéressante pour ça, puisqu'on parle assez naturellement de ce qu'on a envie de faire, de nos objectifs, du processus qu'on aimerait automatiser, du workflow qu'on aimerait bien rendre plus efficace. Si on l'écrit, est-ce qu'on a un résultat aussi pertinent? Ça, c'est un sujet d'exploration assez fascinant, quoi. Voilà. Donc on est au tout début de cette vague. Je pense que globalement, l'industrie aujourd'hui, on est au stade de l'expérimentation. Alors, ça fait beaucoup d'argent pour ceux qui vendent les pelles et les pioches, et tant mieux pour les entreprises comme OpenAI ou leurs concurrents, qui, à mon avis, ont de très très beaux jours devant eux. Mais le fait d'avoir prouvé dans la durée qu'on a des scénarios d'utilisation qui sont absolument cruciaux et centraux pour des centaines de millions de personnes, je pense qu'on en est encore un petit peu loin. Et concrètement, je pense que les défis qui se posent pour Dust ne sont pas si différents de ça enfin, des défis que d'autres entreprises rencontrent. C'est certain. Merci beaucoup Gabriel. J'aurais une dernière question à te poser qui concerne ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'entreprendre, passionnés par ce qui est en train de se dérouler. Tu recommanderais quoi, toi, comme outil, comme ressource? Ce serait quoi tes conseils, voilà, à des entrepreneurs qui veulent se lancer avec la Gen AI aujourd'hui? Alors, le méta-conseil, hein, puisque les PM ou les entrepreneurs vont beaucoup aimer les méta-conseils, c'est déjà de se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de vouloir se lancer par techno et pas par problème à résoudre, quoi. C'est-à-dire que finalement, si on commence à prendre la techno et ensuite on va chercher un problème, c'est peut-être différent de si on a un problème dont on est passionné et qu'on se dit que la techno peut être un bon angle d'attaque pour y répondre. Ça serait le premier conseil. Le deuxième, si jamais l'intelligence artificielle générative semble être un outil important, je pense qu'il faut se poser les mêmes questions stratégiques qu'il faut toujours se poser. C'est où est-ce que mon produit va apporter de la valeur? Où est-ce que mon produit va apporter de la différenciation? Est-ce que cette différenciation va être comprise par mes utilisateurs? Est-ce que je vais réussir à faire payer mes utilisateurs pour cette différenciation? Est-ce que cette différenciation va me permettre à me dégager de la compétition de façon durable? Et donc là, ensuite, pour découvrir quelle brique va vraiment aider, pour moi, comme c'est un univers et une industrie qui va très vite, je conseillerais aux entrepreneurs de ne pas perdre trop de temps sur les parties qui ont peu de chances d'être extrêmement différenciantes. Donc, à mon avis, il faut aller vraiment au contact des utilisateurs et des scénarios d'utilisation qui sont nouveaux, encore une fois, qui n'étaient pas possibles avant, mais qui sont possibles aujourd'hui, qui sont vraiment différents grâce à cette techno, et de se rendre absolument irremplaçable dans ce secteur-là. Parce que se jeter dans la bataille d'une nouvelle entreprise dans la Gen AI et passer beaucoup de temps à faire les parties de son produit qui sont finalement amenées à être soit plateformisées, soit concentrées, soit à choisir un gagnant, c'est plus risqué. Enfin, voilà. Donc, nous, on a fait un certain nombre de choix dans ce sens-là, en se disant que c'était important pour nous de résoudre des problèmes pour les équipes et les entreprises, pour les personnes qui sont au-dessus d'un certain niveau de salaire et de responsabilité dans l'entreprise et qui auront besoin d'être accélérés, dont le leadership ne se dit pas est-ce que je peux les remplacer par des robots, mais plutôt se dit est-ce que je peux leur donner des robots et je peux leur en donner 4 ou 5 comme je leur donnerais des associates ou des bras droits ou des chief of staff, parce que ça permettrait quand même de faire avancer la boîte vachement plus vite. Parce que c'est là qu'on a l'impression qu'on arrivera à créer une différenciation qui est durable. Et puis après, sur les blog posts à lire et les sources,
c'est incroyable de voir encore aujourd'hui, même si c'est pas tout à fait la même ouverture qu'il y avait il y a quelques années avec les papiers scientifiques qui étaient balancés les uns après les autres d'un jour à l'autre, mais il y a 1 milliard de ressources. Je dirais peut-être aller chercher des ressources un petit peu moins criardes et un petit peu moins commerçantes qui sont sur TikTok, sur YouTube et sur X, et aller peut-être regarder les ressources un petit peu plus pensées. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes au sein des grandes entreprises, que ce soit Anthropic ou Hugging Face ou OpenAI, qui produisent un contenu de qualité et qui le distillent pour expliquer assez rapidement ce que la techno est capable de faire, les directions dans lesquelles on est en train d'explorer pour savoir ce qu'elle pourra être capable de faire l'année prochaine ou même dans 6 mois ou même dans 3 mois, et puis les problèmes qui restent non résolus, parce que c'est quand même une technologie qui ne résout pas tous les problèmes, que ce soit aujourd'hui en expérience ou demain en coût. Enfin, il y a un certain nombre de limites auxquelles on n'a pas encore de réponse claire. Donc moi je serais... Ouais, et il y a des newsletters qui sont intéressantes. Je ne sais pas si j'ai envie d'en citer une en particulier, mais de flâner un peu sur Ben's Bytes, You Probably Need a Robot, des choses comme ça, qui vont juste donner quelques pistes de lecture. Se rappeler que les newsletters, c'est des organes qui ont un business model et qui cherchent une audience pour un certain nombre de raisons, donc qui ont besoin aussi de fournir ce contenu à fréquence régulière et non pas à qualité régulière. Mais voilà, il y a énormément de contenu de qualité, à commencer par les vidéos d'Andrej Karpathy sur fondamentalement ce qu'est un transformer, comment ça marche, et la magie qu'on a découvert en 2017 avec ce modèle-là, enfin qu'on a publié avec ça. Je pense qu'on n'a pas le droit d'être entrepreneur et de pas trouver du contenu de qualité. Si on Bien n'arrive sûr. pas à trouver du bon contenu de qualité sur la Gen AI et qu'on veut monter une boîte, on n'est pas à la fin de ses peines, quoi. On est d'accord, c'était pour avoir ton regard sur tout ce qui se passe et cette multitude de contenus qui Ouais, se mais en créent. fait, pour être très honnête avec toi, on a en interne un channel Slack qui s'appelle AI News, et donc je bénéficie Magnifique, du regard perçant magnifique. de collègues bien plus smart que moi pour avoir Ouais. la distillation de la crème de ce qu'il faut que je lise en vrai. Voilà. Bien sûr, il y a quand même une newsletter dont la qualité reste constante, c'est celle de Mozzabytes, qui est diffusée chaque semaine. Exactement, voilà, Évidemment. je l'ai même pas É- cité puisque c'était Évidemment. évident. Bon, merci beaucoup, Gabriel. Est-ce que si on veut suivre les news de Dust, t'as un endroit à nous recommander? Ouais, alors nous, on poste pas beaucoup, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on change. Donc nous, on est sur Twitter, enfin sur X, formerly Twitter, donc Dust4AI, Dust 4 AI. Dust.tt, c'est le site de la boîte, et on a un blog qui y est disponible et qui permet de suivre. Là-dessus, on n'a pas peut-être posté depuis un moment. Mais sinon, mon associé Stan, qui est Spolu, SPOLU sur Twitter, et qui est, à mon avis, également auteur de remarques assez précises, perçantes et relativement utiles dans la durée. Donc voilà, c'est là que vous pouvez nous retrouver sur les internets. Magnifique. Merci beaucoup, Gabriel. Je Passionnant t'en prie, c'était un de plaisir. t'écouter sur tout ça. Passe une très belle journée et à bientôt. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!